Bonjour Patrick Drouot. Vous êtes titulaire d'une maîtrise de physique théorique de Columbia University de New York, d'une thèse de troisième cycle sur la nature du temps en physique quantique et d'une maîtrise de sciences de l'Université de Nancy en France. Actuellement, vous êtes en plus chargé de cours dans la première école supérieure de commerce française à Paris, l'école de hautes études commerciales. Et en tant que physicien, vous êtes aussi mondialement reconnu pour les études et les expérimentations des états non ordinaires de conscience, ainsi que la perception et le traitement des corps d'énergie. Vous êtes donc quelqu'un qui a une connaissance très pointue dans le domaine physique, mais en même temps des intérêts qui sont assez vastes. D'ailleurs, ceci est démontré par le nombre de livres que vous avez écrits, dont Amrita a publié pour l'instant, très dernièrement, La rivoluzione del pensiero integrale, la révolution de la pensée intégrale. Donc, nous vous adressons la parole dans ce forum qui voit plusieurs auteurs d'Amrita intéressés pour parler surtout de cette cohérence neurocardiovasculaire dont on parle depuis un bon moment. On parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous en tant que physicien d'abord ? D'abord, je crois qu'il faut redéfinir ce que l'on nomme par cohérence. Le terme de cohérence en science veut dire que, par exemple, dans une expérimentation de chimie, c'est une expérience qui absorbe peu d'énergie pour un maximum de rendement. C'est-à-dire que lorsque le système est cohérent, vous absorbez peu d'énergie et vous avez donc un rendement absolument maximal. Un être humain est cohérent, par exemple, lorsque il a peu d'efforts à faire pour accomplir des choses importantes. Une entreprise est cohérente lorsque, par exemple, elle a relativement peu d'efforts à fournir pour rester compétitive par rapport à un marché qui, lui, est relativement lourd, voire pénible, voire très concurrentiel. Les bénéfices de cette cohérence, déjà, comment est-ce qu'on l'atteint? D'où est-ce que ça vient, cette idée? Alors, si vous voulez, quand on a commencé à parler de cohérence neurocardiovasculaire, je crois qu'il faut revenir un petit peu à l'origine, c'est-à-dire à la compréhension de ce réseau neuronal cardiaque qui a été découvert dans les années 70 par deux neurophysiologistes américains, John et Beatrice Lassé. Et les Lassé ont fait une série de découvertes absolument remarquables à l'époque. Ils ont découvert qu'il y avait presque autant de neurones dans le cœur que dans le subcortex cérébral. Ce qui veut dire d'une manière simple, c'est qu'il y a un petit cerveau dans le cœur. Ce qui veut dire aussi que le cœur pense, réfléchit, mémorise et prend des décisions qui sont indépendantes du néocortex, c'est-à-dire le cerveau dont on se sert dans notre vie de tous les jours. Ça a été la première chose que les Lassé ont découvert. La deuxième chose, c'est qu'ils ont démontré que lorsque le cœur envoyait des signaux vers le cerveau à travers des routes neuronales qui ont été parfaitement identifiées, eh bien, le cerveau ne réagissait toujours aux informations que le cœur lui envoyait. Par contre, lorsque le cerveau envoyait des informations vers le cœur, eh bien le cœur ne réagissait pas toujours. Ce qui semblait vouloir démontrer que le cœur, on pourrait parler comme ça, est le maître du rythme. Maintenant, il y a une troisième chose qui avait été comprise à cette époque, c'est un phénomène particulier qu'on appelle le phénomène de entrainment. Et laissez-moi vous expliquer ce phénomène. Vous savez que l'inventeur de l'horloge, eh bien, ce n'est pas un Suisse, c'est un Hollandais qui s'appelait Huygens. Et Huygens, dans les années 1660 par là, eh bien, il avait bien sûr une collection d'horloges. Et il avait remarqué quelque chose que tous les horlogers de la planète connaissent, c'est-à-dire que lorsqu'il remontait sa collection d'horloges, au bout d'un temps aléatoire et pendant un temps tout aussi aléatoire, toutes les horloges se calaient sur la plus grosse horloge. Et donc, si vous voulez, eh bien, toutes ces horloges faisaient tic-tac,
tic-tac en même temps. Et au bout de quelques secondes, 10 ou 15 secondes peut-être, eh bien, elles se désynchronisaient. Et il a fallu attendre à peu près 3 siècles pour que la science américaine eh bien, explique ce phénomène qui a été appelé le phénomène de entrainment. Entrainment, on pourrait le traduire par être entraîné, mais ça veut plus dire être embarqué dans un mouvement, embarqué dans un rythme. La plus grosse horloge biocorporelle, la plus grosse horloge de notre corps, eh bien, c'est le cœur. Et le cœur, à ce moment-là, c'est le maître du rythme. Lorsque le cœur est cohérent, il va emmener dans son rythme cohérent toutes les horloges biocorporelles. Maintenant, il y a une quatrième chose. C'est ce que l'on appelle le taux de variabilité cardiaque. Vous savez qu'un signal électrique, en termes simples, eh bien, est caractérisé par une sinusoïde. Cette sinusoïde, elle a une hauteur que l'on appelle l'amplitude. Donc à chaque, si vous voulez, signal cardiaque, il va donc y avoir un certain nombre de signaux électriques. Le taux de variabilité cardiaque, c'est la résultante de la hauteur de tous les signaux électriques générés par le cœur. Lorsque la hauteur est identique, ou à peu près, lorsque l'amplitude de ces signaux électriques est à peu près constante, eh bien on dit qu'il y a cohérence neurocardiovasculaire. C'est-à-dire que le cœur émet un signal qui veut simplement dire « tout va bien ». Ça a donc été ce qui avait été établi il y a entre 20 et 40 ans. Et puis, dans les années 90, il y a donc eu un institut américain, le HeartMath, qui a continué, redéveloppé les recherches des années 70 et 80. Et ils ont fait un travail absolument remarquable sur ce que l'on appelle le repatterning neurocardiovasculaire. C'est-à-dire ce sont eux les premiers qui ont démontré que le cœur était capable d'apprendre. Vous savez que notre cerveau, il a une plasticité cérébrale, c'est-à-dire qu'il est capable d'apprendre, il est capable de retenir, et à partir de là, il est capable d'analyser, de faire des comparaisons, etc., etc. Eh bien, le cœur possède aussi cette même plasticité, et donc il était capable d'apprendre. À partir du moment où on apprenait au cœur à rester cohérent, à fonctionner d'une manière cohérente, eh bien théoriquement le cœur semblait pouvoir conserver cette information. Et dans les moments de stress, dans les périodes difficiles, dans les moments émotionnels, le cœur va batailler pour conserver cette cohérence. Alors qu'auparavant, eh bien sûr, le cœur se désynchronisait et les rythmes étaient complètement incohérents. Ce que le HeartMath avait démontré à l'époque, c'est qu'il y avait un lien direct entre l'architecture émotionnelle de quelqu'un et justement les rythmes neurocardiovasculaires. C'est-à-dire que pour la première fois, on pouvait voir l'architecture émotionnelle de quelqu'un. Alors je me suis intéressé à ces recherches il y a à peu près maintenant une dizaine d'années, au début des années 2000. Alors je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Bien sûr, j'avais en gros compris le principe, j'avais compris qu'il y avait un cerveau dans le cœur, j'avais compris que c'était la plus grosse horloge biologique, j'avais compris qu'il était possible de former le cœur à rester cohérent en pratiquant ce que le HeartMath avait appelé à l'époque la respiration neurocardiovasculaire, mais en respirant des sentiments d'amour, des sentiments d'estime de soi, si vous voulez, des sentiments qui appartiennent, on va dire, à la psychologie humaniste, des sentiments à la Maslow. Et je me suis dit, mais si quelqu'un est en dépression grave, si quelqu'un est fatigué, malade, comment est-ce qu'il peut respirer des sentiments positifs? Et je me suis rappelé, du temps de mes études de physique, qu'un signal électrique est caractérisé, entre autres, par deux choses, ce qu'on appelle une fréquence
et une longueur d'onde. Et la fréquence et la longueur d'onde est facilement traduisible à travers une équation très simple. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il est possible non seulement d'enregistrer le taux de variabilité cardiaque, ce qui a déjà été fait, mais de le transcoder en signal sonore. Est-ce que le cœur est capable de reconnaître ce signal sonore qui en fait est le taux de variabilité cardiaque? Donc, j'avais compris qu'il fallait trouver un son qui soit cohérent et qui reprenne le taux de variabilité cardiaque d'une manière tout à fait logique, synchrone, remarquable. Donc je me suis dit, un synthétiseur de recherche, des sons particuliers, des sons de dauphins, des sons de cloches tibétaines, des sons de bols tibétains, des sons de bols de cristal. Bref, j'ai commencé à réfléchir. J'ai un ami à Paris qui est musicien de conservatoire et qui a un studio d'enregistrement absolument remarquable avec un logiciel extrêmement complexe avec lequel il triture les sons. Et donc je lui en avais parlé. J'ai dit, il faut que je trouve un son qui soit cohérent. Mais quoi? Et donc on en était là. Mais vous savez, j'avais commencé, moi, à faire de la cohérence neurocardiovasculaire. C'est-à-dire que j'avais demandé à mon cerveau cardiaque de me donner des informations. Parce que là aussi, ce qui avait été compris, et ce que le HeartMath avait commencé à comprendre à l'époque, c'est que notre cerveau fonctionne un peu comme un système analogique, c'est-à-dire qu'il va additionner des parties pour comprendre un ensemble de choses, alors que le cerveau cardiaque ou le cœur, si vous voulez, eh bien, va fonctionner comme un système digital, c'est-à-dire qu'il va voir d'en haut l'ensemble de l'élément. Donc j'ai demandé à mon cœur, donne-moi des informations sur la manière de trouver un son. Et à cette époque-là, on était en 2004, j'étais en Thaïlande avec ma femme. Et donc, en Thaïlande, ils font des bols qui sont un peu comme les bols tibétains. Ils sont martelés, ils sont faits avec les 7 métaux alchimiques, mais les bols thaï, qu'on appelle les bols batra, ont une caractéristique par rapport aux bols tibétains, ils sont laqués. Et donc, il n'y a plus que 3 familles dans toute l'Asie qui font les bols batra. Et donc on a cherché à droite, à gauche, comment se procurer les bols batra. Et avec un chauffeur de taxi, on est tombé dans un quartier pauvre de Bangkok, dans une ruelle. Et là, on a trouvé les bols batra. Donc on en a acheté 2-3, un petit et puis un gros. Le marchand les emballe dans du papier journal. On arrive à l'hôtel, je les pose sur la table. Et le lendemain matin, j'en déballe un, le plus gros. Je prends la baguette qu'il nous avait fournie, que le marchand nous avait donnée. Je donne un coup et j'avais un son d'une pureté remarquable. Et je me suis dit, je tiens mon son de cohérence. Nous rentrons en France et je vais voir mon ami, le musicien de conservatoire, et je lui dis, est-ce que tu peux faire une analyse spectrale de ce son ? Il me dit, oui, c'est possible. Et donc, on fait une analyse spectrale du son. C'était exactement le taux de variabilité cardiaque. Et je me suis dit, bingo, j'ai mon son. Alors, quand j'ai expliqué cette histoire à mon ami musicien, il me dit, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a des tas d'études qui ont été faites sur Stradivarius, mais le secret des Stradivarius n'a jamais été percé. On a fait des études sur l'ergonomie du violon, sur le bois, sur la colle, sur les cordes, mais jamais sur le vernis, sur la laque dont les violons Stradivarius étaient faits. Et je me suis rappelé que Marco Polo
qui était allé en Asie, vous savez, la route de la soie, c'est lui qui a ramené le secret du verre à soie, mais il a peut-être ramené les secrets des laqueurs birmans, qui a permis à Stradivarius de laquer ses violons. Et donc, les bols Batra actuels de ces 3 familles qui restent en Asie, eh bien, ont conservé les secrets des laqueurs birmans qui ont été les plus grands laqueurs du monde asiatique du temps du Moyen-Âge. Et donc, lorsque le son a été samplé, on avait un son d'une longueur et d'une pureté exceptionnelle. À partir de là, les gens étaient capables de pratiquer dans un certain nombre de conditions, et parfois même défavorables, la cohérence cardiaque. Et donc j'ai appelé cette technique sonore cardiosmose, l'osmose cardiaque. Alors là aussi, je me suis dit, est-ce que je garde le son ? J'avais commencé à l'utiliser en individuel, je l'ai utilisé sur des hommes d'affaires qui avaient besoin d'états de fluidité neuronale. Pourquoi ? Parce que lorsque le cœur est en cohérence, là-haut, vous pensez mieux, vous réfléchissez plus rapidement, vous analysez d'une manière plus complète, plus concrète, vous êtes plus créatif. Une fois que le son cardiosmose avait été implémenté, j'ai fait écouter ce son à un certain nombre de gens en leur demandant d'imaginer qu'ils respiraient le son à travers le cœur. Et donc, les gens ont commencé à avoir des manifestations positives tout à fait remarquables. Des choses, une fois encore, qui avaient été remarquées dans des études précédentes. Mais à peu près à cette époque-là, vers 2005, j'avais aussi compris autre chose. Vous savez qu'en science, un signal électrique émet un champ électromagnétique. Le cerveau émet des signaux électriques de bêta à delta, c'est-à-dire de 20-25 Hz à 0,5 Hz, donc il va émettre un champ électromagnétique. Mais le champ électromagnétique cérébral, il est extrêmement faible, il est même plus faible que le champ magnétique terrestre. Maintenant, si le cœur émet des signaux électriques, un taux de variabilité cardiaque, il va donc y avoir un champ électromagnétique cardiaque, ou plus exactement, un champ cardio-électromagnétique. Et donc, ce champ cardio-électromagnétique, il a été mesuré avec des magnétomètres et avec des appareils qu'on appelle des SQUID. Et donc, ont été démontrées plusieurs choses. Premièrement, c'est que le cœur émettait un champ cardio-électromagnétique qui était mesurable jusqu'à 2,50 m. Premièrement. Deuxièmement, c'est que ce champ cardio-électromagnétique, il était 5000 fois plus fort que celui émis par le cerveau et 60 fois plus élevé en amplitude. Ce qui veut aussi dire que lorsque votre cœur émet un signal cohérent, les gens qui sont avec vous, ou proches de vous, ou en face de vous, lors de toute interaction humaine, telle que l'enseignement, la négociation, le monde thérapeutique, le monde de l'enseignement par exemple, eh bien votre fréquence neurocardiovasculaire eh bien, va avoir une importance fondamentale sur les autres personnes. Et en 2005, donc j'avais commencé à comprendre un certain nombre de choses. Et j'avais un copain, un ami, qui est ostéopathe, et qui me dit, écoute, on vient de détecter un cancer de la prostate, j'ai une tumeur de 115 grammes et les PSA sont de 37. Bon, vous savez que chez les hommes, le maximum, c'est, selon l'âge, 5, 6, pas plus, ce sont des marqueurs prostatiques. Lui, il était à 37. Et donc, je lui dis, écoute, on sait que ce champ cardio-électromagnétique est capable de vitaliser les cellules. Tu vas essayer d'imaginer que le champ cardio-électromagnétique soit comme un petit voile de lumière.
et tu vas emmener ce petit voile de lumière vers ta tumeur prostatique, et tu vas imaginer, toujours en écoutant le son cardiosmose, que ta prostate, elle aspire ce voile de lumière. Non pas que tu injectes le voile de lumière, mais que tu fasses le contraire, c'est que ta prostate l'aspire. Et donc on a fait ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et je lui ai demandé s'il pouvait repasser un examen, une analyse, qu'il a faite 8 jours après. La tumeur était descendue à 30 grammes et les PSA étaient descendus à 15, alors qu'il n'avait rien fait, aucun traitement. À quelque temps de là, une femme qui avait une fibromyalgie, une femme de 42 ans, la fibromyalgie, c'est quelque chose de douloureux. Depuis 2 ans, je ne peux plus sortir, qu'elle dit. Et ma petite fille, elle a 3 ans. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je lui dis, écoutez, il y a cette technique, cette cohérence neurocardiovasculaire, mais on va essayer d'utiliser ces champs cardio-électromagnétiques, mais vous allez imaginer que vous respiriez ce champ à travers tous les pores de votre peau. C'est que votre peau elle-même, elle aspire ce voile lumineux. 3 jours après, elle téléphone, elle dit, écoutez, je n'ai plus mal. C'est un miracle, c'est extraordinaire. Et 2 mois après, elle reskiait. Mais vous comprenez, je ne suis pas un guérisseur au sens classique, je suis un physicien. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai eu la réponse. Vous savez, la vie, elle est faite de signes, elle est faite de synchronicité. Peut-être 2 mois après, je tombe sur une étude allemande d'un professeur Randol. Et Randol, il avait constaté quelque chose de particulier. Randol connaissait les champs cardiovasculaires. Il connaissait l'histoire des champs cardio-électromagnétiques. Et donc, avec un groupe universitaire, ils ont créé une machine qui reproduit les mêmes formes d'ondes. Et ils ont soumis des carcinomes, c'est-à-dire des cellules cancéreuses, au rayonnement de la machine. Et donc, ils ont observé 35% de diminution des cellules cancéreuses et 20% d'apparition de cellules saines. Donc, dans cette équipe pluridisciplinaire, il y avait des biologistes, bien sûr, il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, il y avait des physiciens, bref, des gens qui ils ont commencé à réfléchir. Et ils ont compris une chose, c'est que, une fois encore, j'explique d'une manière simple, à ma manière, la cellule, elle a un mouvement respiratoire. Vous voyez, on pourrait appeler ça, c'est presque le MRP des ostéopathes, un mouvement respiratoire primaire. Lorsqu'une cellule est cancéreuse, elle est comme en apnée, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en apnée, vous avez inspiré un maximum d'air, mais vous ne pouvez pas vider vos poumons. Et donc vous n'avez plus que 20 ou 30 centilitres d'air à respirer. Vous pouvez faire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais pas plus. Et donc il avait compris que ce mouvement respiratoire cellulaire ne se faisait plus. Mais lorsque le rayonnement cardio-électromagnétique traversait le monde cellulaire, les cellules, elles, recommençaient à respirer. Et puis à quelque temps de là, j'ai fait toute une étude sur les thérapies dites quantiques. Et je me suis intéressé aux biophotons de Pope. Et je voudrais vous parler des biophotons de Pope, parce que ça, c'est une autre découverte remarquable. Dans le monde de la biologie végétale, même les horticulteurs, les gens qui font du jardinage, ils ont observé quelque chose de particulier, c'est qu'une plante, lorsqu'elle était blessée, elle était capable de se réparer elle-même. Et donc, en biologie végétale, on a appelé ça la photoréparation. Et Fritz Albert Popp est un biophysicien de l'université de Marbourg, en Allemagne.
Et dans les années 70, il s'était intéressé au phénomène de photoréparation des plantes. Et il avait constaté que lorsqu'une plante se réparait elle-même, eh bien, elle émettait une lumière, c'est-à-dire qu'elle émettait des photons sur une bande de fréquence de 380 nanomètres, ou si vous voulez, 380 milliardièmes de mètre, ou 380 10 puissance moins 9 mètres. Et si vous voulez, les années ont passé. Dans les années 80, avec l'un de ses étudiants, il a créé un photodémultiplicateur, c'est-à-dire un appareil qui était capable de compter le nombre de photons émis par un jet lumineux. Et donc, il a démontré qu'à l'intérieur du corps, eh bien, nos cellules, elles émettaient cette lumière ou ce jet de photons de 380 nanomètres. Et donc, on a appelé cela les biophotons de Pop, c'est-à-dire une lumière biologique, une lumière vivante, des photons biologiques, biophotons. Et donc, ce qui a été démontré, c'est que lorsque cette lumière émise à l'intérieur de notre corps par les cellules, lorsque cette fréquence de 380 nanomètres disparaît, eh bien les cellules tombent malades et des pathologies et des maladies handicapantes comme le cancer peuvent se déclencher. Lorsque cette bande de 380 nanomètres existe, eh bien la cellule est capable de s'auto-réparer. Et donc j'ai commencé à soupçonner que lorsque vous êtes en cohérence neurocardiovasculaire, lorsque vous êtes dans un état de fluidité neuronale, l'intérieur de votre corps est intégralement lumineux. Vous avez les biophotons de Pop qui sont totalement actifs et donc votre milieu cellulaire peut s'auto-régénérer d'une manière très rapide. J'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, j'avais rencontré quelqu'un qui s'était brûlé quelques jours avant et donc il avait la main très très rouge et je lui avais demandé d'imaginer qu'elle inspirait le champ cardio-électromagnétique à travers sa main. 3 jours après, la main, elle était pratiquement, non pas guérie, mais il n'y avait pratiquement plus de traces. Donc, si vous voulez, peu à peu, on est en train de se rendre compte qu'il y a un grand nombre d'implications sur la cohérence neurocardiovasculaire, sur l'intelligence du corps, sur la technique cardiosmose, etc., etc. Alors vous pourriez me dire quelles sont les implications au niveau économique. Voilà, justement, je voulais savoir quelles sont les retombées sur la société. Si jamais on imagine que ce qui est pour l'instant une opération dont quelques individus sont au courant et donc très peu de personnes sont en train de s'administrer des sons ou des exercices qui induisent la cohérence cardiaque. Imaginons que du coup, toute la société puisse le faire, que ça devienne très populaire. Qu'est-ce que vous imaginez à ce moment-là? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Vous savez, depuis le XVIIe siècle, c'est l'avènement de la science moderne. La science moderne, elle a permis de comprendre un grand nombre de phénomènes qui restaient inexpliqués. Mais vous savez que la science actuelle, malgré tous ses accomplissements technologiques, a aussi ravagé la planète. Un grand nombre de personnes s'en rendent compte. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Vous savez, nous sommes prisonniers d'un paysage neuronal, c'est-à-dire que notre cerveau a généré un monde qui était une prolongation de lui-même, c'est-à-dire qu'il a inventé tous les appareils que nous utilisons et que nous avons à notre disposition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes devenus prisonniers d'une construction de notre propre cerveau. Alors on ne peut qu'imaginer ce que pourrait être un monde créé par l'intelligence du cœur. Alors il y a un terme que j'utilise, c'est l'ouverture ou le déploiement
de la fenêtre neurocardiovasculaire. Imaginez que vous puissiez percevoir l'autre, que vous puissiez percevoir une problématique quelconque à travers cette fenêtre de déploiement neurocardiovasculaire. Vous pensez plus rapidement, vous analysez plus rapidement, vous fonctionnez d'une manière multidimensionnelle et d'une manière multiniveau. Par exemple, vous commencez à utiliser ce que l'on appelle l'intelligence collective. Vous commencez à utiliser des éléments du vide quantique, des logiques quantiques, des phénomènes de paradoxe qui nous permettent de comprendre que nous sommes tous reliés les uns les autres. Imaginez que vous ayez un projet. Si vous êtes dans le monde professionnel, ou que ce soit un projet personnel, vous allez penser à ce projet. Vous allez lui donner corps, vous allez lui donner vie. Mais maintenant, imaginez que vous perceviez ce projet industriel, professionnel, personnel, avec cette fenêtre de déploiement neurocardiovasculaire. Vous allez vous rendre compte que ce projet est lui-même une intelligence. Et donc, c'est l'intelligence du cœur qui va dialoguer avec l'intelligence de votre projet. Et ce sont deux intelligences qui vont travailler ensemble pour trouver des solutions créatrices. Imaginez dans le monde médical, par exemple, vous avez quelqu'un qui a une pathologie. Et imaginez que vous raisonniez non plus avec ce que vous connaissez au niveau de votre néocortex, mais avec l'intelligence neurocardiovasculaire. Eh bien, l'intelligence de votre cœur va dialoguer avec l'intelligence de la maladie, avec l'intelligence de la pathologie, parce que vous vous rendez compte peu à peu que toutes choses, y compris les choses à priorité inanimées, eh bien, sont intelligentes. Et nous nous rendons compte à ce moment-là, et c'est peut-être l'une des implications de ce développement de cette fenêtre neurocardiovasculaire, eh bien que de l'atome à l'étoile, nous faisons tous partie du même cri d'amour.